Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Je marche donc je pense, un podcast par Marie du Jardin des Talents. J'ai été surprise par le chien, donc comme toujours, c'est du brut. Les podcasts de Marie, pas de jingle, pas de musique, pas de coupure. Bonjour le chien qui vient me voir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'hypersensibilité. Alors juste avant de commencer, déjà, j'ai regardé les statistiques d'écoute et je suis assez contente. Ça bouge, voilà. Donc merci à ceux et celles qui m'écoutent. Et ça bouge à différents endroits parce que j'ai vu sur la carte du monde qu'il y avait des écoutes dans différents pays. Donc voilà, je suis super contente. Pourvu que ça dure. Et puis si les podcasts vous plaisent, osez les partager autour de vous, osez les faire découvrir des personnes autour de vous. Alors moi je suis pas scientifique, je suis pas psychologue, j'ai aucune habilitation concrète à vous parler de mes sujets. C'est juste une expérience personnelle, beaucoup d'intérêt pour un sujet, et puis quand même une formation en cours. Voilà, je suis en train de me former pour devenir coach professionnel avec un projet beaucoup plus global derrière. Mais la première étape était de passer par une formation de coaching. J'y apprends beaucoup de choses. Et puis en parallèle, comme je suis passionnée de profils atypiques pour moult raisons, j'écoute beaucoup de conférences. Et puis alors là, en ce moment, c'est super parce qu'on a accès à énormément d'informations gratuites en ligne, dont un sommet de conférences, je sais pas comment elle l'appelle, Flora, les Happy Conf. Donc c'est 9 conférences autour des profils atypiques, super intéressantes, avec 16 professionnels qui apportent leur expertise, chacun dans leur domaine, ce qui donne un cycle de conférences ultra complet sur les profils atypiques. En parallèle, là je suis en train de suivre un MOOC. Donc les MOOC, ce sont les formations à distance. C'est un MOOC certifiant sur enseigner avec des enfants à profil atypique. Parce que mon premier job depuis 3 ans, c'est quand même d'être prof. Et je ressentais le besoin d'avoir une formation certifiante sur ce sujet. Donc je suis en train de suivre le MOOC là, en parallèle. Et puis à côté de tout ça, je continue à assurer mes cours en classe virtuelle à la maison et m'occuper de plein de choses. Bref, donc ce podcast s'inscrit vraiment dans une démarche globale, une dynamique globale. Et puis c'est l'occasion pour moi aussi de synthétiser un petit peu ce que j'entends, ce que je lis, ce que je comprends, mes avancées dans la réflexion. Voilà, je me permets cette petite explication au début de podcast parce qu'évidemment je pourrais avoir des critiques très négatives sur tout un tas de choses, mais je suis consciente de ces points négatifs et mon objectif à moi n'est pas de délivrer une pensée fixe et un point de vue fixe. Ce sont plutôt des pistes de réflexion, des réflexions personnelles et surtout de partager avec vous mes outils qui ont fait que j'ai pu sortir de façon très positive d'un burn-out qui était plutôt peu engageant. Alors le détail du burn-out est dans l'épisode 1 et puis après tout le reste ce sont des réflexions et des outils. Voilà, donc justement burn-out hypersensible, le lien est là. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai lu quelque part, alors je n'ai plus la source, honte à moi, c'est pas une raison pour me lapider, hein. On n'est pas dans une communauté scientifique, je suis pas en train d'écrire mon mémoire de fin d'études ou ma thèse, donc je n'ai plus la source, mais je lisais que 100% des personnes qui ont fait un burn-out sont hypersensibles. Bon, le syllogisme ne fonctionne pas forcément dans l'autre sens, hein. C'est pas 100% des hypersensibles font un burn-out, mais 100% des personnes qui font un burn-out sont des hypersensibles. Alors ça déjà, ça m'a énormément déculpabilisée par rapport au fait que j'ai pu faire un burn-out. C'est un burn-out dans la société dans laquelle on vit est quand même un événement traumatique très très peu accepté au niveau social.
c'est un truc dont on ne parle pas. C'est un truc tabou. Les gens sont très mal à l'aise vis-à-vis de ça, surtout quand il y a quelqu'un en situation sociale. Donc ce que j'appelle comme étant une situation sociale, c'est une situation à un moment donné, on est dans l'échange avec d'autres personnes. Donc en situation sociale, quand quelqu'un vient à parler de son burn-out, c'est souvent mal perçu. Les réactions sont souvent d'être mal à l'aise, de pas trop savoir comment réagir. Alors je pense que c'est sûrement dû à une grande méconnaissance du burn-out. Et aussi peut-être que dans l'imaginaire collectif, les gens se disent ouais c'est bon, elle a fait une dépression. Qu'est-ce qu'elle vient de me casser les pieds avec son burn-out là? Encore un mot anglais pour décrire un truc qu'on connaît depuis la nuit des temps. Elle est juste dépressive quoi. Alors non, je ne suis pas dépressive et je n'ai jamais été dépressive et je n'appellerais pas mon burn-out une dépression. Ça n'avait rien à voir. Certes, j'avais eu des idées morbides pendant très longtemps, des longs mois et presque des années. Elles sont parties il n'y a pas très longtemps, parfois ça se réactive. Mais non, je ne suis pas dépressive et je ne suis pas en dépression et mon burn-out n'était absolument pas une dépression. Par contre, mon burn-out était une explosion. Si on voit l'image, explosion, dépression. Une explosion qui m'a certes mis à plat et allongé pendant de nombreux mois, mais c'était quand même une explosion due à une très grande hypersensibilité. Mais justement ce matin j'ai échangé avec une personne qui a aussi fait un burn-out et je lui parlais de la conférence que j'ai écoutée hier soir de Saverio Tomasella, justement dans le cadre des Happy Conf. Alors là on est le 12 juin et les conférences sont valables 48 heures, le 12 juin 2020, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, je ne sais pas si la conférence de Saverio Tomasella sera encore disponible sur les réseaux sociaux le jour où vous écouterez le podcast. En attendant, cette conférence a été un peu une révélation consciente et inconsciente. Il y avait déjà des tas de choses que je savais, mais là, de structurer la pensée, de mettre des mots, d'intellectualiser, verbaliser, tout de suite, je me suis sentie waouh, complètement normale dans ma légitimité, mais quelque part ma responsabilité un petit peu éloignée et ma culpabilité largement éloignée. Donc voilà, je trouve que l'intérêt des conférences aussi, c'est de les écouter avec une bonne oreille et d'arriver à en tirer ce qui est positif. Et tant qu'on peut arriver à se décharger personnellement d'une trop lourde responsabilité vis-à-vis d'un événement, eh bien c'est pas toujours bon. Parfois il faut savoir encaisser sa dose de responsabilité, mais parfois ça fait aussi du bien d'arriver à se dire je suis pas la seule responsable dans ce machin quoi. Il y avait quand même des facteurs prédéterminants à faire ce burn-out, seulement je ne les connaissais pas, donc je ne pouvais pas les identifier avant, donc forcément ça a pété à un moment donné, c'était absolument imprévisible, on ne pouvait pas savoir, c'est comme le volcan, on sait, il y a des signes extérieurs, on sait que ça va péter mais on ne sait pas quand. Et là évidemment avant le burn-out, je savais que ça allait péter, à un moment donné je sentais bien que j'étais sous tension, on ne m'avait jamais parlé de burn-out, je ne savais pas ce que c'était qu'un burn-out, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça représentait, et je n'avais encore moins d'idées sur ce qui pouvait provoquer exactement ce burn-out. Donc forcément, la surprise a été terrible. Et quelque part, le plus traumatique dans le burn-out, c'est pas forcément l'état final du l'état dans lequel on arrive au moment du burn-out. Finalement, l'état traumatique le plus grave, quelque part, c'est la surprise que cet état puisse arriver, parce que j'avais vraiment l'impression de contrôler ma vie de A à Z, et à un moment donné, il n'y a plus de contrôle. Et là, c'est la surprise. Et pour fréquenter des psychologues depuis déjà un certain temps par rapport à divers événements traumatiques dans ma vie, à chaque fois on en arrive toujours à la même conclusion. Le plus traumatisant dans un événement n'est pas forcément l'événement lui-même, mais la surprise vis-à-vis de cet événement. Donc, quand je repense à un événement traumatique dans ma vie, j'essaye d'analyser, quand je dis je, c'est moi, c'est vous, essayons d'analyser quelle est la part de l'incident traumatique et quelle est la part de la surprise. La surprise peut engendrer des dégâts émotionnels assez importants qui vont conduire au figement. On en revient toujours au même truc à un moment donné, je vis un choc traumatique, émotionnel traumatique, je fiche les émotions sur une carte mémoire, une plaque photo, paf, et ce truc-là reste coincé. Et parfois, quand on appuie sur des boutons, ça réactive.
Ok, donc là on en était sur l'hypersensibilité. Oui, j'ai un débit de parole assez élevé ce matin, j'ai plein de choses à dire et quelque part je suis dans ce côté un petit peu enthousiaste, surexcitée de cette bonne nouvelle qui est que si j'ai fait mon burn-out, c'est à cause de mon hypersensibilité principalement. Donc l'hypersensibilité c'est quoi ? L'hypersensibilité dans sa définition c'est quand ces sens, les 5 sens sont un petit peu exacerbés, c'est-à-dire une grande sensibilité à la lumière ou une vision très très fine et je me souviens quand j'étais enfant et même ado, j'arrivais à lire des choses à une distance où les personnes avec moi dans la voiture ou sur le chemin me disaient c'est impossible, personne d'humain ne peut lire ce que tu es en train de lire. Tu connais ce panneau ? Je dis non, je ne connais pas cette affiche, je vous dis que je suis en train de lire le truc. Mais t'es déjà venu ici là ? Comment tu fais pour lire le panneau de la commune qui est hyper loin ? Parce que j'arrive à le lire. Une acuité visuelle hors norme. Ça c'est dans mes souvenirs d'enfant. Arriver à percevoir visuellement des détails, à lire des choses que personne autour de moi ne pouvait lire. Donc à un moment donné, j'ai pris ça pour un espèce de pouvoir magique. Je veux dire, c'est trop bien, moi j'ai un espèce de pouvoir magique, j'arrive à lire hyper loin. Et donc ça, je l'ai plutôt considéré toujours comme une grande force, ce qui m'a permis aussi de pouvoir aller m'installer très régulièrement au fond de la classe en classe, parce que je voyais très bien le tableau. Et du coup, j'étais pas du tout gênée. Au contraire, le brouhaha de la classe, lui, était devant moi et pas derrière. Je pouvais lire tranquillement quand j'en avais envie ce qui était au tableau. Sinon, je pouvais me reposer au fond de la classe sans problème. Donc voilà, l'acuité visuelle ou au contraire une très très grande sensibilité à la lumière, ce qui est mon cas aussi. Je suis quelqu'un qui vit avec des lunettes de soleil toujours dans son sac à main. Et quasiment depuis toujours. Il y a un moment dans ma vie où je me suis dit... j'ai eu cette prise de conscience de ma sensibilité à la luminosité. Je me suis dit, arrête de mettre des lunettes de soleil, il faut que tu habitues tes yeux à la luminosité. Et en fait, ça m'a fait beaucoup mal aux yeux. Et donc, j'ai quand même toujours des lunettes de soleil sur moi. Et si je les ai pas, c'est un peu la panique à bord. Bon, ça va, j'ai 43 ans, j'ai appris à gérer mes émotions. Donc, je vais plus faire de crise et je vais plus rester bloquée sur le problème, comme j'ai pu le faire pendant très longtemps, où un problème devenait bloquant et après, j'avais plus que ça en tête. J'ai appris à dépasser ça. Et donc, si j'ai pas mes lunettes de soleil, j'arrive à me raisonner. Mais ça reste quand même super pénible. Et je vais parfois éviter certaines choses que j'avais envie de faire parce que j'avais pas mes lunettes de soleil. Et que finalement, la luminosité était beaucoup trop forte pour moi et rend la situation impossible. Au niveau de l'hypersensibilité visuelle, il y a aussi la sensibilité au luminaire. Alors ça, je suis un poison pour une maison parce que j'ai une extrême sensibilité aux sources de lumière, à la couleur des lumières, à l'intensité des lumières. J'ai une intolérance zéro au néon, mais vraiment zéro au néon. C'est vraiment la lumière néon me rend imbuvable. Et j'ai travaillé pendant 13 ans dans un bureau éclairé à 100% au néon. Donc je pense que mes pétages de plomb réguliers dans mon bureau à l'époque, non seulement il y avait les autres sens qui étaient largement surstimulés, mais déjà si on avait pu m'éteindre à ces fichus néons, qui en plus faisaient du bruit, donc ça on viendra après sur l'hypersensibilité auditive, mais si on avait pu m'éteindre ces néons, ça m'aurait grandement changé la vie. Alors je m'étais acheté une petite lampe de bureau avec une ampoule très douce, et souvent je travaillais dans une sorte de pénombre avec juste ma lampe de bureau sur mon bureau qui éclairait vraiment la partie de mon bureau dont j'avais besoin. Et régulièrement, il y avait mon chef ou quelqu'un qui rentrait dans ce bureau et paf, qui allumait les néons. Et là, c'était vraiment... mais j'avais l'impression de me faire attaquer, quoi. C'était une attaque à main armée, prise d'otage. Je veux dire, émotionnellement, c'était absolument ingérable. J'ai aussi une très grande intolérance aux lumières qui viennent du plafond et qui sont très blanches. Donc ça, voilà, tous les soirs, quand je rentre dans ma chambre à coucher et que mon conjoint lit avec la lumière du plafonnier très blanche, je prends un grand coup de respiration pour lui demander d'allumer sa lampe de chevet qui va être sur une lumière jaune beaucoup plus douce et une source à côté de ce qu'il est en train de lire. Et lui, il aime bien avoir cette lumière, donc il faut toujours trouver des compromis entre hypersensibles. C'est pas toujours évident et la maîtrise de soi pour gérer l'émotion sur le moment venu,
n'est pas toujours très simple. Alors je m'estime très très heureuse d'avoir déjà fait tout le travail que j'ai fait au niveau de la gestion des émotions et de la communication non violente pour justement arriver à exprimer mon besoin de la façon la moins agressive possible. Ça n'a pas toujours été le cas, vraiment pas, et dans une vie antérieure, je dirais qu'il y a toujours la vie pré-burnout et post-burnout. Et dans ma vie pré-burnout, je ne savais pas exprimer de façon non violente et non agressive mes besoins. Et je pouvais tout simplement péter une pile, mais vraiment partir en vrille en voulant demander quelque chose parce que je ne savais pas demander. Ça me semblait tellement évident qu'on n'allume pas une lumière au plafond. Enfin voilà. Après, dans le paradoxe complet de l'hypersensible, si je vais dans une pièce et que je dois manger ou discuter avec quelqu'un ou cuisiner et que la luminosité n'est pas suffisante, je vais me sentir complètement oppressée et enfermée. Bon, après, moi j'ai une phobie du noir, mais on sait d'où elle vient. Il faudra peut-être que je la traite en EMDR, en village émotionnel. Voilà, mais la pénombre me gêne énormément. J'ai vraiment besoin d'avoir une source de lumière très claire là où je suis. Et là récemment, avec les innovations technologiques, on a découvert des ampoules connectées dont on peut régler l'intensité avec une télécommande. Et ça, c'est vraiment une révélation. Je me suis acheté une ampoule de ce genre-là pour ma table de chevet. Et selon mon humeur et mon besoin et mon état d'anxiété, je peux régler mon ampoule sur plus jaune, plus blanche, plus bleue, plus blanche, plus douce, plus claire, 100%, 10%. Et je peux même lui mettre des variations de couleurs. Donc si j'ai envie de retrouver des bonnes énergies, je vais plutôt aller sur une couleur un peu rose qui va me faire un bien fou. Et puis parfois, je sais pas, en fait c'est en fonction des humeurs, je vais me mettre en bleu ou en vert. Alors c'est pas franc comme couleur, mais ça permet d'adoucir un peu et je trouve ça vraiment super agréable, quoi. L'hypersensibilité, du coup je pensais faire d'abord une définition et après arriver sur des outils. Finalement je vais peut-être détailler les 5 sens les uns après les autres avec ce que moi j'ai rencontré comme problème et des outils que j'ai mis en place. Après c'est à chacun de développer ses propres outils. Je me rends compte en suivant les cycles de conférences, les nombreux cycles de conférences que je suis depuis le début du confinement, que beaucoup de gens sont dans la frustration de ne pas réussir à atteindre tous les conseils et tous les objectifs que les coachs ou que les conseillers ou que les experts donnent. Mais en fait, mon but à moi n'est pas de vous dire il faut faire comme ça, il faut atteindre tout ça. Je vous donne juste une caisse à outils et après, si vous avez besoin d'un marteau pour planter un clou, vous prenez le marteau dans la caisse à outils, mais vous ne prenez pas toute la caisse à outils. Personne ne peut mettre en place toute la caisse à outils du jour au lendemain. C'est pas tiens, je me rends compte que je suis hypersensible, tiens, je prends la caisse à outils de Marie et puis j'essaie de me l'approprier comme je peux et puis après je suis dans la frustration parce que j'y arrive pas et donc sa théorie elle est pourrie. C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est Marie est une hypersensible, quand elle me parle, ça me parle, je me reconnais dans ce qu'elle me dit et elle m'ouvre la porte d'ouvrir d'autres outils personnels. C'est-à-dire que moi je vais vous donner ce qui est pour moi ma boîte à outils. Mais soyez créatifs, envisagez les choses sous un autre angle, osez trouver des outils qui vous conviennent à vous. C'est le plus important, je pense, dans ma démarche, quoi. C'est d'ouvrir à chacun les outils possibles. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'hypersensibilité visuelle. J'essaye de faire un scan mental au niveau des gènes. De ce qui me gêne avec mon hypersensibilité visuelle. Si, j'ai d'autres gènes. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec la stimulation latérale. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Par exemple, si j'ai ma fille qui danse dans mon coin de l'œil, ça va énormément m'énerver et ça va provoquer en moi une espèce de boule de colère absolument difficile à gérer. Et je peux avoir une réaction débordante à ce moment-là qui va être un stop dit de façon pas très très sympathique. Pareil, quand je conduis, si je suis dans le train et que je vois le paysage défiler dans mon coin de l'œil, ça va énormément me déranger. Bon, en vrai, au quotidien, ce qui me dérange vraiment le plus, c'est quand j'ai ma fille qui danse dans le coin de mon œil. Et ça, elle le sait, elle a 11 ans, et ça fait 11 ans que je lui dis « Arrête de danser dans le coin de mon œil, ça me dérange, ça me provoque des nausées, ça me donne mal à la tête, ça me provoque une boule de colère à l'intérieur de moi. » Elle a tendance à oublier
Donc parfois je ne sais plus quoi faire pour qu'elle y pense. Et ça me dérange énormément. Voilà, je crois que c'est le tour au niveau de l'hypersensibilité visuelle. L'hypersensibilité auditive. Alors là, ça c'est... je pense que c'est une des plus gênantes dans le quotidien. Justement, j'ai échangé là ce matin avec une personne qui a aussi fait un burn-out. Elle me dit un truc qui a énormément résonné en moi parce que c'était le cas pour moi. Elle me dit, je crois que j'ai tellement compensé cette hypersensibilité auditive, j'étais tellement dans le déni qu'elle puisse vraiment exister avant mon burn-out que depuis mon burn-out, je ne supporte plus aucun bruit. J'ai dit, bien tu sais, j'ai exactement la même expérience. C'est-à-dire qu'avant mon burn-out, j'avais une capacité d'absorption auditive presque hors norme aussi, mais qui provoquait quand même régulièrement des réactions débordantes. De façon complètement paradoxale, parce que d'un côté j'étais aussi bien capable d'aller écouter un concert qui démontait les décibels et qui était vraiment dans des limites dangereux pour l'audition, et j'ai fait énormément de concerts dans ma vie, et là j'étais dans une acceptation totale de la surstimulation auditive, dans une acceptation mentale, tout ça. Bon, après j'ai toujours choisi mes positionnements en concert. Je savais toujours où m'installer. Et il y a des concerts que j'ai pas pu suivre jusqu'à la fin parce que j'étais pas placée au bon endroit dans la salle. Et donc le retour de son était très mauvais et très désagréable pour moi. J'ai vraiment des endroits privilégiés pour aller m'installer à un concert. Et si je suis pas là, et ben ça va pas. Et du coup je pars. Donc voilà, il y a des concerts où je suis partie, parfois plus ou moins de bonne humeur. J'ai souvenir d'un concert où dans les 5 premières minutes la stimulation visuelle et auditive a été tellement agressive pour moi que je suis partie en pleurant et en hurlant. Mais bon voilà, moi j'avais déjà plus de 35 ans, mais j'avais pas encore appris à gérer tout ça, et puis en plus j'étais dans un niveau d'anxiété très très élevé. On reviendra après avec le lien avec l'anxiété, hypersensibilité, on verra le lien plus vers la fin, il faut que j'y pense d'ailleurs. Donc l'hypersensibilité auditive va être vraiment, par exemple, j'entends des bruits que les autres personnes ne vont pas entendre. Si je repense aux néons dans mon bureau que j'ai dû subir pendant 13 ans, non seulement j'avais l'agression visuelle par rapport à ces néons, mais en plus ces néons faisaient du bruit. Il y avait une espèce de vibration, une espèce de grésillement constant dans les néons, qui était juste mais intenable pour mes oreilles, quoi. C'était vraiment l'horreur. Je peux aussi devenir extrêmement agressive si j'entends par exemple le bruit d'un transformateur de batterie, ou vous savez les prises là des fois qu'on branche comme une prise d'ordinateur ou les prises de téléphone fixe autrefois, un truc où il y a une espèce de système électrique dedans là qui fait du bruit là, ça fait une espèce de bzzz, hyper fin, hyper constant, et alors ça je vais l'entendre et ça va être juste l'enfer, surtout si c'est dans la chambre où je dois dormir. Alors là mais c'est juste l'horreur, je peux pas fermer les yeux, ça provoque de la colère à l'intérieur, c'est horrible. Après je supporte pas les bruits de VMC. Alors ça, si vous voulez me mettre de mauvaise humeur, il n'y a pas mieux, vous me laissez dans une pièce avec la VMC. Alors là c'est pétage de plomb, mais alors en 30 secondes, je pense qu'en faisant de l'apnée je dois pouvoir réussir à tenir 3 minutes, mais c'est juste impossible. Alors il y a déjà plein de gens qui ont essayé de m'expliquer l'intérêt de la VMC. Moi j'en ai rien à secouer de l'intérêt de la VMC, c'est juste que ça me pourrit la vie, quoi. Alors on me dit oui mais après ça pourrit les murs, machin là. Certes, mais trouvons une autre solution. Trouvons une solution d'aérer, d'ouvrir la porte, je sais pas, mais trouvez-moi une autre solution, mais pas la VMC. Là par exemple je marche dans la nature, il y a des fils électriques, et je me souviens d'un des premiers footings qu'on est allé faire avec mon conjoint il y a quelques années, et tout se passait bien, et à un moment donné on est passé sous des lignes à haute tension, et le bruit des lignes à haute tension m'a rendu dingue. Il m'a regardé, il savait pas ce qui se passait, et je dis mais le bruit là, mais c'est horrible, ça pète les tympans, c'est atroce, ça provoque une décharge de colère. Alors chez moi les surstimulations sensorielles vont déclencher comme une espèce, je sais pas si vous jouez à Candy Crush, vous voyez les trucs comme ça là, il y a des bombes là qui explosent tout. Alors chez moi les surstimulations sensorielles, ça déclenche au niveau de mon ventre, au niveau
du centre émotionnel de mon corps, donc au niveau de mon ventre, ça déclenche cette grosse boule TNT là qu'on peut voir dans les petits jeux d'alignement de briques et qui va vraiment exploser mon système sensoriel à l'intérieur. Je ne contrôle plus rien. Dans les bruits, alors évidemment, quand il y a un brouhaha autour de moi, alors là c'est juste pas gérable. Donc les repas de famille, soit je parle beaucoup, je couvre la voix des autres, soit je parle pas. Je peux pas gérer une multiconversation à 8 ou 10 personnes autour d'une table. C'est juste pas possible. Je n'y arrive pas, ça fait une espèce de brouhaha, j'arrive pas à dissocier ce qu'on essaye de me dire, j'arrive pas à entendre, j'arrive pas à isoler la voix de la personne qui me parle, j'entends toutes les conversations comme si j'étais dedans, mon cerveau se mélange complètement parce qu'il a envie de répondre à tout le monde en même temps, donc c'est juste l'horreur, ça me fait mal aux oreilles, ça me stresse, je suis pas bien, donc ce bruit-là me dérange beaucoup. Alors une salle de classe c'est juste l'enfer. J'envisage de travailler avec un casque anti-bruit. J'ai déjà mis mes boules qui en salle de classe tellement je gère pas le bruit et j'ai beau être une personne habitée par des valeurs de pédagogie positive, de renforcement positif, de bienveillance à l'égard de l'enfant, tout en posant un cadre bien évidemment, mais d'être vraiment dans cette démarche de pédagogie positive, c'est tout un ensemble. Il y a des moments où j'ai des réactions complètement débordantes en classe et les gens ne me reconnaissent pas, et moi non plus, et je leur dis c'est le bruit dans la classe, je ne peux pas supporter ce bruit-là. Et ils me disent ouais mais pourtant chez vous on fait moins de bruit que dans les autres classes. Peut-être que les autres profs sont pas hyper acousiques, mais alors moi je suis hyper acousique et là c'est juste l'enfer quoi. Moi je supporte pas. Dans les bruits qui m'exaspèrent, il y en a un tous les jours qui me met en rage tous les matins. Donc j'essaye de l'éviter tous les matins, c'est le bruit de la machine à café de mon conjoint. Et ça c'est l'horreur. Alors il a acheté sa machine à café, on n'en a pas parlé avant. Si on en avait parlé avant, je lui aurais dit écoute, d'expérience, je sais que ce genre de bruit, j'ai beaucoup de mal. Donc ta machine à café, tu vas la mettre dans un endroit où je ne vais pas l'entendre. Mais à partir du moment où j'entends le premier zzz de la machine à café, je sais que je dois entrer en apnée, en suspension poumon plein, partir en cohérence cardiaque. Je fais des exercices de respiration et tous les jours ça me demande un effort de dingue pour arriver à tolérer ce bruit. Par amour, je le tolère. Et par amour, tous les jours, j'arrive à le supporter. Parce que là, en ce moment, je ne vais pas travailler en milieu hostile. J'ai un niveau d'anxiété qui est très très réduit. Et donc, j'arrive à le tolérer. Dans un contexte de travail traditionnel et normal, où mon niveau d'anxiété est très 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 élevé, je ne suis pas sûre que le matin, j'aurai la capacité à aller dans un exercice de respiration pour accepter le bruit de la machine à café. Je suis pas certaine, on n'a pas vraiment tenté l'expérience encore, parce qu'on l'a eu pas très longtemps avant le confinement, la machine à café. Et quand il est arrivé avec son truc, là, j'ai cru que j'allais pleurer. Je me suis dit, ça y est, ma tranquillité dans la maison est terminée. Je vais subir ce bruit tous les jours. Et le pire, c'est que la machine à café refait du bruit un quart d'heure après avoir fait du café. Et là, je me dis vraiment, c'est l'horreur ce truc. Pourquoi elle fait ça ? Après, dans l'hypersensibilité auditive, par exemple, j'ai beaucoup de mal à être attentive à ce que j'écoute si j'ai pas un casque sur les oreilles. Donc en général, j'écoute avec casque parce que ça me permet d'isoler les bruits alentours. J'ai déjà essayé d'écouter des webinaires sans mettre le casque et là, c'est l'enfer. J'entends tous les bruits dans ma maison, j'entends tous les bruits des oiseaux dehors, j'entends tout, le vent, les feuilles, tout ça. Donc mon cerveau est bouh dans tous les sens et il se dit trop bien, il y a plein de choses à écouter. Donc si vraiment je veux être attentive à ce qu'on me dit, je mets des écouteurs. D'ailleurs, quand je suis au téléphone, de plus en plus, je mets mes écouteurs et souvent mon interlocuteur au téléphone, la première phrase c'est « Un instant, je mets mes écouteurs pour être attentive, sinon j'entends rien quoi. » C'est pas gérable. Et alors il n'y a pas longtemps, je suis allée chez un ORL parce que je voulais me faire des bouchons d'oreille adaptés, justement des réducteurs de bruit. Il faut passer par un ORL pour avoir une ordonnance pour les faire. Et donc j'ai consulté un ORL. Bon, c'est un gars qui est pas très pédagogue, dirons-nous. Il a déjà été pas très sympa avec ma fille numéro 3. Bon, là, je me suis dit, je suis adulte, je pense que ça va le faire. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, clairement, vous êtes hyper acousique, là-dessus, il n'y a pas de doute. Il me dit, par contre, pour les bouchons d'oreille, ça ne sera pas vous rendre service de vous en donner.
Je dis si monsieur le docteur, ça va être vachement moins de service parce qu'en fait je vais vachement moins souffrir dans la journée. Il m'a dit mais non, vous êtes déjà dans un état d'anxiété tellement élevé, si je vous mets des bouchons d'oreille, vous allez vous réfugier dans votre bulle et après vous ne serez plus dans le monde réel, vous allez vivre dans votre bulle. Je dis moi je suis pas d'accord, je pense que si j'ai mes bouchons d'oreille, je vais vachement plus pouvoir être dans la vraie vie parce que du coup je serai vachement moins en souffrance. Bon, il n'a pas voulu m'entendre. Et donc cette hypersensibilité auditive se traduit aussi au moment du burn-out par un travail en open space dans un bureau où pendant de longues années nous avons été 5 personnes dans un espace de 20 mètres carrés. Donc en étant hyperacousique, déjà il y avait les lumières qui me tracassaient pas mal le système sensitif. Mais là au niveau du bruit c'était juste pas gérable. On avait 3 portes dans notre bureau. Donc 20 mètres carrés, 3 portes, un immense bureau pour 5 personnes au milieu de la pièce, avec la photocopieuse, le bruit de fond de tous les écrans d'ordinateur et de tous les ventilateurs d'ordinateur. Donc pour une personne hypersensible déjà, ça suffit à faire trop de bruit. Plus 4 autres personnes, des téléphones qui sonnent toute la journée pour 4 personnes, des conversations téléphoniques, des gens qui ouvrent la porte, qui ferment la porte, qui entrent, qui discutent, qui ressortent, qui reviennent, qui ressortent. Donc je m'étais arrangée avec moi-même pour arriver le plus tard possible au bureau, pour pouvoir en partir le plus tard possible, parce que tous commençaient très très tôt le matin, mais à 16h ils partaient. Donc moi j'avais, au début en tout cas, la possibilité d'adapter mes horaires, mais j'étais pas dans la capacité de verbaliser à mon directeur que j'étais hypersensible. Et tout le monde a pensé que j'étais juste une grosse feignasse, parce que j'arrivais à 10h, mais je partais à 19h ou 20h. Ça personne ne le voyait, en général c'était la dernière à partir, mais moi j'étais bien dans ce monde de silence. Et ce monde de silence aussi je l'apprécie le soir. J'adore le soir, au moment où il fait nuit et où tout est silencieux, où on n'entend presque plus rien. Et ça, c'est un grand moment de détente. Je me sens vraiment en paix avec moi-même entre 21h et 1h du matin. Je crois que c'est la période d'une journée que je préfère, qui malheureusement est largement coupée depuis quelques années par obligation de me lever tôt le matin. Donc je dois couper ce moment de détente. Mais voilà, dans mes grands moments qui me ressourcent, pouvoir m'isoler avec un casque, avec une musique qui me convient, une musique très douce, et être isolée sur un projet de couture, de tricot, de photo, d'être vraiment dans ma bulle et dans mon monde, et de pouvoir me coucher, allez, pas au milieu de la nuit, mais vers minuit et demi, 1h, c'est plutôt dans mon rythme. C'est ce que j'aime faire, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Enfin depuis que, mais même quand j'habitais encore chez ma mère, elle pensait que je dormais, mais je rallumais la lumière et je pouvais dessiner ou écrire ou bidouiller jusqu'à très tard dans la nuit. Mais l'obligation de se lever au milieu de ma nuit, c'est-à-dire vers 7h du matin, parce que ça c'est vraiment l'enfer pour moi de me lever à 7h du matin, j'ai l'impression vraiment qu'on me réveille au milieu de ma nuit, font que je peux pas traîner le soir. Et donc si je peux pas traîner le soir, le lendemain je suis pas forcément de bonne humeur parce qu'il me manque quand même ma zone pour me ressourcer et être vraiment dans ma bulle. Voilà, donc parfois il faut faire des concessions aussi entre mon moment personnel à moi. Si je pars sur mes domaines de vie du moment, je sais que le soir, je dois quand même largement sacrifier ce moment personnel parce que j'ai aussi envie de nourrir mes valeurs famille et couple. Donc comme c'est important pour moi, je jauge qu'est-ce qui est plus important pour moi ce soir. Est-ce que c'est d'être dans ma bulle ou est-ce que c'est de passer du temps avec mes enfants? Est-ce que c'est du temps passé tous les 5 en famille? Est-ce que c'est passer du temps avec mon conjoint? Et donc en ce moment j'arrive à trouver un compromis qui est pas trop mal. C'est-à-dire qu'après le repas, j'arrive à trouver un prétexte pour pouvoir m'isoler, aller toute seule dans notre véranda où il y a peu de bruit, hors de l'agitation. Et je demande aux enfants d'aller se préparer en fait. Et je leur laisse, comme on n'a pas vraiment d'obligation du matin, je leur laisse 45 minutes, presque 1h, où moi je fais un truc pour moi, où je suis vraiment dans ma bulle. Les enfants vont se préparer pour se mettre au lit et mon conjoint va aussi dans sa bulle à lui. Donc finalement, au moment où je vais le rejoindre avant d'aller dormir,
On a chacun pu avoir un temps de pause. Alors je sais que lui c'est pas suffisant, moi c'est pas suffisant non plus, mais c'est un compromis qui me convient assez bien en fait pour le moment, parce qu'on n'est pas dans la routine du travail et du lever imposé à 6h30, quelle horreur. Voilà. Donc par rapport à l'hypersensibilité auditive, il se trouve qu'avant mon burn-out, j'étais pas du tout dans l'intellectualisation et la compréhension de ce phénomène, et je savais juste que des bruits pouvaient me faire avoir des réactions débordantes. Je n'avais pas la capacité à exprimer mes besoins de façon non violente et non agressive, et donc je me suis quand même pas mal fritée avec pas mal de gens, et j'ai aussi eu des réactions complètement inattendues dans des situations, genre à partir d'une soirée sur un coup de tête en claquant la porte, parce que juste il y avait trop de bruit et que la lumière allait pas et que ça provoquait trop de choses, et puis voilà. Ou tout simplement aussi la capacité que j'ai dans ce genre de moment, c'est une grande capacité de résilience, c'est appuyer sur le bouton off. Ping! Quand la surstimulation sensorielle, en tout cas visuelle et auditive, arrive à son paroxysme, j'ai la capacité à m'endormir. Donc voilà, pendant très longtemps, on savait qu'arrivant 23h, Marie allait dormir sur le canapé, tout le monde continuait à faire la zumba autour, moi j'ai la capacité à dormir, et finalement dans le sommeil, qui était plutôt une phase de... Maintenant que je connais les mots et les techniques, je me dis que c'était plutôt une espèce d'auto-hypnose, parce que je dormais pas vraiment, j'étais quand même consciente du bruit autour, et je me plongeais dans un état d'auto-hypnose qui était là vraiment pour en mode sécurité quoi. C'est comme le bouton rouge sur une machine qui peut potentiellement être dangereuse. Cette espèce d'état d'auto-hypnose était ma sécurité à moi. Attention, alerte dans le cerveau, surstimulation sensorielle, auto-hypnose. Donc tout le monde pensait que je dormais. En vrai, au fond de moi, je sais que je dormais pas parce que j'étais consciente des bruits autour. Je restais quand même en alerte, mais j'étais pas dérangée par le bruit et la lumière. Dans les autres sens aussi, on a l'hypersensibilité kinesthésique. Alors ça, c'est le toucher. Typiquement, en bonne hypersensible de base, sans aucune surprise, je ne supporte aucune étiquette dans mes vêtements. Et c'est le premier truc que je fais quand j'achète des habits pour moi et pour les enfants, parce que mon numéro 3 est moins sensible aux étiquettes. Mais numéro 1, c'était l'enfer. Numéro 2, on n'en parle même pas. Systématiquement, si on achète des habits, le premier réflexe, c'est couper toutes les étiquettes à ras. Et je repasse mon doigt pour vérifier que tout va bien. Et ça m'est jamais arrivé de faire des trous dans les habits pour être sûr de bien les couper. C'est un peu les boules. Mais bon, donc je ne supporte aucune étiquette. Mais vraiment aucune étiquette. Et si jamais j'en oublie une, ça peut me pourrir ma journée, quoi. Si toute la journée, je vais avoir une étiquette, un endroit où je peux pas aller aux toilettes avec des ciseaux pour la couper, ça va vraiment me pourrir ma journée. Après, j'ai aussi une très grande sensibilité au textile. Et si le textile n'est pas doux et agréable à ma main, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir porter. Et ça m'est déjà arrivé plus jeune, et je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça, d'acheter un habit parce que je le trouvais joli et sans prendre de temps de le toucher, et finalement impossible de le porter. Là j'ai en tête un petit pull tout mignon, la rayure argentée, trop sympa. Alors les rayures noires sont douces, mais les rayures argentées sont grattantes, comme souvent l'argenté ça gratte souvent, les textiles dorés ou argentés. Et c'est un truc que je peux pas le mettre en fait. Si je le mets le matin, à midi, j'ai juste envie de me l'arracher de la peau, quoi. Ça me rend nerveuse, de mauvaise humeur, ou mes chaussures. J'ai besoin d'avoir toujours des chaussures dans lesquelles je me sens hyper bien, quoi. Si j'ai la moindre contrariété au niveau de mes pieds, mais c'est juste même pas la peine. Enfin, je vais même parler à personne, quoi. Je vais avoir les yeux revolver et je vais avoir envie de buter tout le monde. Avant le burn-out, je supportais très bien et au contraire, j'appréciais être très très serrée dans mes vêtements. J'avais vraiment ce besoin de proprioception, c'est-à-dire de perception de son propre corps, et j'avais vraiment un grand besoin d'être serrée dans mes vêtements. Alors ça tombe bien parce que dans les années 90, enfin pas 90, mais dans les années 2000,
c'était quand même la mode des pantalons très serrés et des petits hauts très serrés, puis j'étais encore mince à l'époque, donc je pouvais me le permettre. J'avais vraiment besoin d'être très très serrée dans mes habits, ça me procurait un confort, ça me rassurait un peu comme l'emmaillotage. Et puis depuis le burn-out, en fait, j'ai plutôt besoin de ne pas sentir mes vêtements. D'où le choix de vêtements plutôt amples, avec des matières très souples. Alors c'est pas forcément très féminin, je sais que des fois le regard de l'amoureux est un peu genre elle a pas de forme ta robe, ouais mais tu savais comme je suis bien dedans quoi. Je la sens pas en fait. Et ne pas sentir mes vêtements, ça fait vraiment partie des choses que je recherche aujourd'hui. Plus être serré à la taille, plus sentir un truc qui gratte, qui gêne, pas devoir être tout le temps en train de remettre. Puis vraiment les matières, je peux pas mettre de laine, ça me gratte partout. J'ai acheté un cache-cœur en laine, j'ai pas réfléchi une fois de plus. Et des fois il y a des achats coup de cœur comme ça, il est magnifique, il est rose fluo, je l'adore. Mais alors il est en laine qui gratte. J'ai beau mettre 2 soupules en jersey dessous, en me disant c'est bon, la laine va pas passer, les deux strates, là, les 2 couches de tissu, la laine passe à travers et me gratte la peau. Et donc je suis obligée de l'enlever. C'est juste pas gérable quoi. Voilà. Donc c'est rigolo là, je regardais une des conférences d'une Québécoise qui parlait justement de ces troubles de l'anxiété liés au syndrome autistique. Et elle parlait aussi de ses cheveux et de ses coiffures. C'est pareil quoi, je veux dire, si j'ai le moins de trucs qui me tirent, qui me gênent, ça va pas aller quoi. Donc je comprends que ma numéro 3 n'aime pas qu'on lui attache les cheveux. C'est dommage parce qu'elle est tellement plus mignonne quand elle est coiffée. Mais voilà, elle supporte pas qu'on la touche. C'est une hypersensible à 3000%. Donc je lui fous un peu la paix en fait avec tout ça. Tant qu'on n'a pas d'obligation sociale, on a une espèce d'accord entre toutes les deux. C'est-à-dire que tant qu'elle reste à la maison, ce qui est largement le cas aujourd'hui, depuis quelques semaines et mois là maintenant, elle peut s'habiller comme elle en a envie et ne pas se coiffer. Mais à partir du moment où on sort de la maison et qu'on a une situation sociale qui exige un peu de tenue classique, on va dire, elle a pour obligation de trouver un compromis. Et elle joue le jeu. Elle joue le jeu là-dessus, elle est assez d'accord. Voilà. Donc ça c'était au niveau kinesthésique, au niveau des matières des vêtements, l'hypersensibilité sur les matières des vêtements. Après il y a des matières que je ne peux pas toucher. Et par exemple, j'ai fille numéro 2 à la maison qui ne supporte pas les éponges mouillées. Et ça, c'est un truc, ça va vraiment lui provoquer une sensation de dégoût. C'est horrible, elle ne supporte pas tout ce qui est textile mouillé. Donc étendre du linge mouillé, ça ne marche pas. Et sortir la vaisselle du lave-vaisselle qui est encore mouillée, elle ne peut pas non plus, elle ne supporte pas, c'est mouillé. C'est comme si ça lui faisait mal à la peau, quoi. Et donc, quand elle était petite, la laver n'était pas simple. Parce que le contact à l'eau n'était pas évident. Et maintenant qu'elle arrive à verbaliser tout ça, elle nous dit que finalement la plage c'est l'enfer quoi. Parce qu'elle n'aime pas aller dans la mer, et elle n'aime pas le contact du sable, et elle n'aime pas la sensation du vent sur elle. Par exemple moi non plus, j'aime pas la sensation du vent sur moi, et je déteste les courants d'air. Si vous voulez me rendre dingue, vous me mettez sur une chaise inconfortable avec de la paille par exemple, un truc que j'aime pas, dans un courant d'air avec un néon au-dessus et un petit grésillement derrière, et là on est bon. Là je pense que la saturation va pas tenir. Donc dans les outils par rapport à l'hypersensibilité kinesthésique, c'est évidemment trouver des matériaux qui conviennent, réussir à identifier que j'aime bien marcher sur du bois, moi j'aime bien le parquet, j'aime bien le plancher, j'aime bien sentir le bois sous mes mains. J'ai horreur du carrelage, c'est vraiment j'aime pas le carrelage, c'est froid, comme j'aime pas le cuir, je supporte pas de m'asseoir dans un canapé en cuir, c'est un truc ça me dégoûte, ça craque, c'est froid, je sais pas, je visualise la bête, je sais pas, non c'est vraiment un canapé en cuir, jamais de la vie quoi. J'aime pas. Un plan de travail pour travailler dans ma cuisine, pour moi il doit être en bois. Enfin voilà, j'adore le bois, j'ai cette sensation au bois, c'est naturel, on sent, je sais pas, c'est doux, ça sent bon, ça fait pas de bruit. Au niveau du visuel, c'est agréable. Le bois, je pense
que le problème du carrelage, c'est que ça fait du bruit quand on marche dessus. Visuellement, ça éblouit. J'aime pas l'odeur. Ah oui, tiens, l'hypersensibilité olfactive. Ah ben là, c'est pareil. Je pourrais en faire encore tout un chapitre. L'odeur d'une voiture neuve, quelle horreur. Les parfums, quelle horreur. L'odeur de la crème de jour de ma grand-mère, quelle horreur. Enfin, voilà. Je suis très très sensible aux odeurs et en fait ce que j'aime c'est les odeurs neutres, c'est quand ça sent pas grand chose finalement. J'ai beaucoup de mal avec les odeurs très fortes et prononcées, donc une odeur de lessive pareil peut me rendre hystériquement débordante. J'aime pas le linge qui sent l'odeur de lessive ou d'adoucissant, c'est juste pas tenable. Les produits d'entretien ne doivent pas avoir d'odeur pour moi. Je me sens bien dans un environnement neutre olfactivement. Après, j'adore l'odeur de mes fleurs, j'adore sentir mes roses, la lavande, j'aime bien sentir l'odeur des figues dans mon jardin, j'aime bien l'odeur de la paille, l'odeur du foin, des odeurs naturelles qui sont douces, qui ne sont pas enivrantes. Avant je fumais, donc je pense qu'aussi fumer pouvait un peu diminuer l'hypersensibilité au niveau gustatif et olfactif. Aujourd'hui je fume plus du tout, donc l'accès au sens est quand même plus fort et l'odeur du tabac va me donner envie de vomir. Je bois plus du tout d'alcool et c'est pareil, l'odeur de l'alcool va vraiment me gêner. Je trouve que ça sent mauvais sur les gens. Et avant, je pouvais en boire, hein, mais maintenant que je ne suis plus en contact avec la cigarette et l'alcool, par exemple, ce sont des odeurs qui me gênent et qui vont me rendre très mal à l'aise en plus. Ça va provoquer chez moi une sensation de je vais être dérangée en fait par ces odeurs. Voilà. Par contre, après, j'adore les odeurs en cuisine. J'adore sentir mes aliments. J'adore sentir un plat qui est en train de cuire. J'adore rentrer dans une maison qui sent le biscuit. Ça, c'est des odeurs auxquelles je vais être très très sensible. Et puis, je vais arriver à les sentir aussi assez facilement. Mais je crois que dans ma maison, j'ai des personnes encore plus sensibles que moi là-dessus. C'est peut-être pas le sens où je suis la plus hypersensible comparée aux autres habitants de ma maison. Après, évidemment, on a l'hypersensibilité gustative. Alors, quand j'étais petite, on m'appelait la princesse aux petits pois parce que j'avais la capacité à détecter un grain de poivre dans un plat et à détecter le moindre épice ou le moindre ingrédient que je n'aimais pas, mais juste à l'odeur et au goût. Et alors là, je rigole parce que ce sont des informations que je n'ai absolument jamais données à mes enfants. Mais vraiment, je ne leur ai jamais dit parce que je voulais vraiment les laisser s'ouvrir à la vie sans les conditionner. Parce que le conditionnement parental, on en a déjà parlé un petit peu à 2 reprises dans 2 podcasts. Et consciente du pouvoir du conditionnement parental, je voulais vraiment pas les conditionner. Donc il y a des tas de choses dont j'ai jamais parlé avec mes enfants. Et ça, par exemple, ça en fait partie, je leur ai jamais dit. Et régulièrement au repas, moi je rigole à l'intérieur de moi, je rigole toute seule. Parce que je les vois en train de faire des têtes bizarres et d'analyser le truc. Et jusqu'au moment où il y a la question fatidique qui sort, c'est maman, il y avait du poivre là dans le plat. Ouais, il y avait du poivre. Ouais. Ah ouais, je viens de tomber sur le seul grain de poivre de tout le plat. Ouais, peut-être. Et numéro 2, elle est dans une hypersensibilité gustative telle qu'en fait, elle en a développé des phobies alimentaires pendant très longtemps. Alors là, on arrive à la sortir un petit peu de cet état phobique alimentaire. On peut parler de troubles de l'oralité parce qu'entre le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif qui sont extrêmement développés chez elle, ça fait une explosion sensorielle quand elle mange. Et finalement, ce qu'elle aime manger, ce sont des aliments neutres. Des aliments qui ont un toucher neutre, un goût neutre et une odeur neutre. Donc ça a été très longtemps, elle mangeait que du beige, du pain, des pâtes, du riz, du beurre, des trucs qui n'ont pas un goût extrêmement prononcé. Si on lui amène du poisson sur la table, ça devient un peu une espèce de blague récurrente à la maison pour dédramatiser le truc. Mais elle peut partir en live, elle peut partir en vrille, en réaction débordante, juste parce qu'on va poser un aliment qu'elle n'aime pas sur la table et qui va avoir une odeur très prononcée ou l'apparence encore d'un animal. Alors ça, c'est encore pire que tout, mais j'étais pareil au même âge, donc j'ai beaucoup de compréhension. Et je la force pas, en fait. On essaie de l'encourager à sortir un peu de
de son figement émotionnel par rapport à son hypersensibilité, mais sans la forcer. Donc gustatif, ça peut être compliqué de manger quand on a une hypersensibilité gustative, que j'avais quand j'étais petite, que ma maman a assimilé à un trouble alimentaire, qui finalement n'en était pas un, c'est juste que je suis hypersensible et que finalement moi aussi j'avais besoin de cette neutralité au niveau du goût. Ce que j'adorais manger gamine, c'était purée jambon ou œuf à la coque, quoi. Enfin voilà, c'était du pain, des patates, un truc à pas trop de texture, pas trop de goût, qui est plutôt agréable en bouche, ni trop chaud ni trop froid, enfin voilà, qui était pas... J'aurais eu beaucoup de mal en tant qu'enfant, à manger un truc avec une explosion gustative dans la bouche, quoi. Je veux dire, un truc avec je sais pas combien de textures et de goût, je pense que ça aurait été impossible. Mais ça, j'ai appris à le dominer, j'ai appris à le maîtriser, j'ai appris à y prendre plaisir, j'ai appris à bien manger et à aller dans des restaurants raffinés et justement à apprécier les choses. Mais fille numéro 1, elle dissocie systématiquement tout ce qui est dans son assiette et j'ai tendance à le faire. Alors moi, je vais pas dissocier visuellement les choses, ce que fait mon conjoint par exemple. Lui, il a vraiment, s'il y a un joli plat qui arrive avec une belle structure, son premier boulot, mais ma fille numéro 1 est pareil, leur premier boulot va être de tout dissocier. Voilà, c'est une espèce de mécanisme chez eux. Étape numéro 1, quand mon assiette arrive, je dissocie tout. Voilà, et je mange chaque ingrédient séparé de l'autre pour vraiment rester sur une piste gustative l'une après l'autre. Sinon, je pense que de ce que je connais maintenant au niveau de l'hypersensibilité, ça doit provoquer une explosion sensorielle et leur cerveau n'est plus en capacité à gérer l'explosion sensorielle. Donc maintenant qu'on a fait le tour des différents sens des hypersensibles, là on était sur les sens physiques et pas sur l'hypersensibilité émotionnelle, qui est encore un autre sujet. Quand on fait un burn-out, finalement, cette hypersensibilité des sens sensoriels va augmenter les risques de faire un burn-out, puisque si on n'a pas les mots pour verbaliser tout ce qui peut gêner dans une journée, on compense. Le cerveau a une très très grande capacité de compensation et à force de compenser, à un moment donné, c'est l'effet cocotte minute et il explose. Si en plus on n'a jamais appris à verbaliser ses émotions et qu'on n'a pas les outils pour aller dans la gestion des émotions, on va forcément vers des réactions débordantes avec des colères, des pleurs, de la tristesse, des portes qui claquent, de l'agressivité et tout ce qui s'ensuit, ou des comportements à risque, consommation d'alcool excessif, consommation de médicaments, de cigarettes, de drogue et patati patata. Mais on est toujours dans le même processus finalement. C'est comme une recette qui commence toujours par faire revenir des oignons dans une casserole. Au niveau des profils atypiques, on est toujours dans le même processus. On est toujours dans du trop, que le cerveau ne va pas savoir digérer et process, en anglais to process, c'est digérer, intégrer, et finalement ça mène à des réactions débordantes ou des consommations excessives de produits extérieurs à soi. Voilà, des choses qui vont un petit peu annihiler parce qu'on n'a pas les mots. Alors parmi mes grandes fiertés, j'essaie de... Enfin, l'humilité est là, hein, mais parmi mes grandes fiertés, et on en a discuté hier soir à table justement en famille, avec tout le monde, c'est que fille numéro 3 bénéficie de l'expérience de tout le monde dans la maison et a une très grande capacité à verbaliser ses inconforts. Et c'est une personne de 8 ans qui est capable de dire « il y a trop de lumière, j'ai mal à la tête, il y a trop de bruit, ça me gêne ». Il y a trop de monde autour de moi, je me sens pas bien. Quand je suis à l'école, il y a trop de bruit, ça m'empêche de me concentrer. Je souffre du bruit, j'ai mal à la tête. Elle est capable de repérer les gènes hypersensoriels qu'elle peut rencontrer dans sa journée. Après, elle n'a que 8 ans, il faut qu'on lui apprenne à gérer ses émotions et à gérer les réactions débordantes. Après, on fait comme on peut quand on peut, donc j'ai pas toujours été ultra disponible pour lui apprendre. Et puis parfois, on a envie que ça roule et mince quoi.
On a déjà fait le travail avec fille numéro 1, on a refait le boulot en plus dur avec fille numéro 2, et là il y a l'enfant numéro 3 qui arrive et on a juste envie que ça roule, et mince, crotte, flûte, quoi. Pourquoi avec toi ça marche encore pas? Et ben boum, on repart dans le mur, et donc il faut reprendre. Et des fois on est fatigué, on n'a pas envie, on n'est pas disponible, on a d'autres choses à faire, d'autres préoccupations, d'autres priorités, on répartit ses domaines de vie de façon différente, on priorise de façon différente, et puis parfois la vie nous rappelle à l'ordre, et quand il y a une urgence, il faut savoir s'arrêter et regarder et se dire « Ah ok, là j'ai pas été vigilante, pas suffisamment vigilante, il va falloir reprendre un peu des choses. » Et donc on reprend et on apprend. Donc avant de pouvoir faire un deuxième podcast sur l'hypersensibilité, mais qui sera plutôt émotionnel, celui-ci, il ne sera pas forcément dans la foulée de celui-là. Je vais voir comment je vais organiser ma réflexion, mais peut-être est-ce l'occasion pour vous de réfléchir justement à votre hypersensibilité. Elle n'est pas forcément globale et générale sur tous les sens, elle peut être sur un seul sens, mais de peut-être s'interroger, de se demander dans mon quotidien qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me rend irritable, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me dérange, et quelles sont les solutions internes à moi-même. En coaching, on apprend une règle essentielle qui est que pour accompagner une personne vers le mieux-être, il faut vraiment chercher ses ressources internes et ne pas aller sur des ressources externes, puisque les ressources externes ne sont pas fiables. On ne peut pas attendre d'une ressource externe de résoudre un problème. On ne peut pas dire je suis hypersensible visuel, et puis la lumière dans mon bureau me gêne, mais il faut que j'attende que mon chef soit d'accord de machin de trucs. Non, je cherche en ressources internes. Qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est mon action que moi je peux mettre en place pour résoudre ce problème tout seul? Après, il y aura forcément peut-être une demande à faire au niveau du supérieur, ou j'en sais rien, pour pouvoir faire un aménagement. Mais en attendant, quelles ressources j'ai moi à l'intérieur de moi-même pour faire face à ce problème? Si je sais que je suis un hypersensible, comment je perds mon énergie et comment je la regagne? C'est ce que je disais à une personne que j'accompagne en ce moment. Par exemple, en hypersensible typique multisensoriel, aller faire les courses au supermarché est quand même une grosse dose d'agression hypersensorielle. Lumière néon, du bruit partout, les jingles dans le magasin qui font du bruit, des enfants qui crient, l'agitation. Ah oui, dans l'hypersensibilité kinesthésique, j'ai oublié de mentionner la promiscuité, par exemple, qui moi me gêne énormément. J'ai beaucoup de mal avec la présence des personnes autour de moi, et je ne supporte pas de faire la bise non plus aux personnes que je connais pas très bien. J'aime pas qu'on me mette la main sur mon épaule, et vraiment je me sens complètement étouffée et oppressée quand j'ai des gens qui sont trop près de ma zone de liberté, de ma zone autour, ma zone... j'ai oublié dans Dirty Dancing, là, c'est mon espace de danse, c'est ton espace de danse, c'est ma bulle autour de moi, et quand on entre dans ma bulle, c'est très compliqué. Je peux avoir vraiment un mouvement de rejet physique avec la main, dégage. Voilà, donc aller au supermarché peut être quelque chose d'extrêmement agressif pour un hypersensible multisensoriel à tous les niveaux. Et donc ce que j'expliquais à la personne que j'accompagne, c'est que par exemple pouvoir verbaliser cela en famille, établir ensemble un contrat qui est ok, d'accord, de toutes les personnes de la maison, je suis celle qui pour diverses raisons doit aller faire les courses au supermarché parce que les enfants sont trop jeunes, ne peuvent pas y aller. Mon conjoint travaille pendant les heures d'ouverture du supermarché, et chez lui la dose de dépenses énergétiques pour y aller est telle qu'il n'aura pas le temps de récupérer derrière. Donc potentiellement je suis la seule personne en capacité à aller faire les courses au supermarché. Seulement quand je rentre des courses, je pose les courses, vous les rangez, et moi je vais m'allonger dans ma chaise donc pendant un quart d'heure, parce que j'ai besoin de ce temps de récupération derrière, parce que c'était une véritable agression d'aller faire mes courses au supermarché, pour toutes les raisons nommées. Je ne vais pas vous faire une description de quand je suis au supermarché, mais c'est une agression totale pour moi. Et donc quand je rentre d'être allée faire des courses, j'ai besoin de pouvoir me poser 15 minutes. Et quand on est tous hypersensibles dans une maison,
Il faut savoir accepter que tout le monde est hypersensible et que ce n'est pas juste un privilège de l'un ou de l'autre. Il faut savoir accepter que cette hypersensibilité est envahissante pour tout le monde, que tout le monde a un problème de réaction débordante en cas d'hypersensibilité et qu'on a tous un besoin impérieux de recharger les batteries après une situation qui a pris beaucoup d'énergie. Or, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes hypersensibles vivant dans leur bulle pensent qu'elles sont les seules à fonctionner comme ça et que le monde autour d'elles ne fonctionne pas comme ça et qu'elles sont les seules à avoir ce besoin. J'ai longtemps cru que j'étais la seule à avoir ces besoins-là. J'ai longtemps cru que les gens autour de moi n'avaient pas de besoins spécifiques pour de détente et de repos. Je savais pas que les autres fonctionnaient comme ça en fait. Puisque très rapidement j'ai remarqué que mon acuité visuelle, ma sensibilité au bruit et tout ça n'était pas partagée par le monde autour de moi. Et donc j'ai vite pensé en fait que j'étais la seule à vivre ces moments-là et que j'étais la seule à avoir besoin de repos. Mais en fait, non. Et quand je sais que moi, j'ai besoin de repos, alors je peux facilement accepter que les autres membres de ma famille puissent également avoir besoin de repos. Après, c'est aussi une question de jauge et d'arriver à trouver des compromis, puisque quand on vit tous ensemble, on ne vit pas seul. Quand je vivais seule, la vie était complètement différente. Je pouvais m'isoler quand j'en avais envie, faire ce que je voulais. J'ai régulièrement des gros moments de besoin de pause. Et quand je vivais seule, même quand j'avais les enfants, je pouvais les envoyer plusieurs jours en dehors de la maison et me faire une grosse pause sensorielle. Je racontais ça à une copine hier, c'est-à-dire que en général, c'est 48 à 72 heures, j'allais à l'épicerie, pas au supermarché, mais à l'épicerie du quartier parce que c'était pas loin et ça me coûtait peu d'énergie. J'allais faire le plein de bouffe alimentaire, donc aucun regard sur la qualité gustative des aliments, c'était juste pour garder de la nourriture, donc des plats préparés en barquette à mettre au micro-ondes, zéro effort, des trucs à grignoter, genre des petits radis, des petites carottes, des olives, enfin plein de petites choses à grignoter, hyper régressif, plein de compotes, de soupes minutes, enfin voilà, vraiment de l'alimentation, zéro effort. Et je pouvais rester comme ça renfermée dans ma tanière pendant 48 à 72 heures sans voir personne, sans passer un coup de fil et juste à me goinfrer de films, mais juste de films. Et là, c'était reparti après. Je pouvais repartir pour un tour et j'étais de nouveau sur pied. Ces moments-là, je les ai plus depuis 3 ans. Et régulièrement, j'ai des gros pétages de plomb qui font que je les impose à tout le monde. À la maison. Parce qu'en fait, je n'arrive plus à me les dégager pour moi. Je n'arrive pas à l'exprimer et à dire voilà, j'ai besoin de 48 heures toute seule. J'ai pas forcément les moyens financiers pour dire à tout le monde je pars 48 heures à l'hôtel ou je vais me louer un petit appartement quelque part pendant 48 heures. On est aussi content quand les enfants sont pas là, nous, pour faire des trucs à deux. Mais clairement, moi j'ai un grand besoin de passer 48 heures toute seule, isolée du monde. Et je l'ai fait pendant le confinement. Alors j'ai eu une réaction ultra débordante suite à une surstimulation sensorielle à tous les niveaux. En tant qu'hypersensible, ça a été très dur au début. Je me suis mise une pression de dingue. Et donc à un moment donné, j'ai eu une réaction ultra débordante. Et je me suis réfugiée 48 heures dans mon hamac. Voilà, j'ai passé 48 heures dans mon hamac. Et là j'étais bien. Mon hamac, mon casque, mon écran. J'ai pas mangé avec les autres membres de ma famille. Je suis allée manger en décalé. J'avais vraiment besoin de poser mes yeux, poser mes oreilles, poser mon toucher, poser tout. Et d'être dans une bulle qui puisse vraiment ressourcer. Parce que chaque chose que je fais en dehors de ma maison, dans ma maison j'ai réussi à me constituer un foyer qui est quand même plutôt agréable au niveau sensoriel et qui ne fabrique pas particulièrement d'anxiété à part cette fichue machine à café. Mais sinon, donc c'est aussi pour ça que je peux l'accepter et l'entendre, parce qu'il n'y a que elle vraiment qui me dérange, qui augmente le niveau d'anxiété dans une journée. Il n'y a qu'un objet. On a réussi à trouver une solution pour la VMC, il y a 2 vitesses donc ça va, puis je les entends pas trop. Et sinon, on vit dans un environnement qui est ultra calme, on a adapté les lumières à nos besoins.
On a adapté tout ce qu'il faut pour le moment. La maison n'est pas finie, elle est en cours de rénovation. Mais globalement, ça va. Donc le niveau d'anxiété n'est pas trop élevé. Mais quand je sors de chez moi, chaque sortie en fait me coûte une énergie mais monstrueuse. Si en plus je suis accompagnée d'un des enfants, là ça augmente la consommation d'énergie et la surstimulation sensorielle. Et donc après j'accumule. Et puis quand j'accumule, et après ça va pas quoi. Ça va pas, et quand ça va pas, ces réactions débordantes, je veux dire, je suis une humaine comme tout le monde, donc moi aussi j'ai des réactions débordantes, ça peut m'arriver, tout le monde le sait chez moi que je peux avoir des réactions débordantes qui surprennent souvent parce que je suis plutôt calme le reste du temps, et puis il y a des fois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et paf ça explose. Alors ça peut prendre différentes formes, hein. Des fois ça peut être des gros vertiges pendant 3 jours, je peux plus me lever, ou là la dernière fois j'ai tout simplement hurlé en cassant la vaisselle que j'avais dans les mains. Ça peut arriver, je l'ai accueilli comme étant l'outil dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc voilà, je l'accepte et ça se passe. Je pense qu'au sein d'une famille, c'est important d'arriver à réellement verbaliser et d'arriver à exprimer ses besoins. Et si la personne en face de soi est complètement réfractaire à toute communication au sujet de l'hypersensibilité, essayez de vous créer vos propres outils qui ne dépendent que de vous. Et donc d'imposer aux autres certaines choses. Et de ne pas forcément justifier en fait. Si c'est d'aller se ressourcer en allant marcher, si la personne en face est complètement réfractaire à plein de choses, c'est être capable de dire là, je vais peut-être mentir, je vais faire une course, en fait c'est juste pour aller marcher une demi-heure tout seul et se ressourcer et pouvoir revenir à la maison en évitant un conflit. Après moi j'ai le problème inverse, c'est que j'ai besoin de tout comprendre et tout intellectualiser et tout analyser, donc j'ai besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui déclenche le besoin de repos chez l'autre, puisque je suis toujours dans une recherche constante de la compréhension, mais ça c'est pour ma banque de données interne à moi, c'est pour essayer d'analyser et de comprendre les mécanismes. C'est pas pour être intrusif dans la vie de l'autre, c'est juste moi quand j'ai un cobaye sous la main, j'aime bien en profiter, j'aime bien l'analyser sous toutes les coutures et arriver à le comprendre sous toutes les coutures et arriver à savoir ce qui se passe. Ça peut être perçu de façon un peu intrusive par la personne en face, voilà, mais bon ça je sais que c'est mon défaut, donc j'essaie de prendre du recul, mais voilà, donc posez-vous les questions. Qu'est-ce qui peut débloquer, qu'est-ce qui peut bloquer, débloquer, créer des situations de réaction débordante? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va se sentir complètement submergé, en tout cas d'un point de vue sensoriel? Au point de vue des émotions, je ferai un autre podcast plus tard. Oui, j'ai d'autres sujets à traiter en attendant. Bon, je vous souhaite une très très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, et si vous détendre passe par mettre les doigts dans de la semoule et toucher de la semoule parce que c'est doux et ça roule sous les doigts, et prenez 3 minutes pour aller mettre les mains dans la semoule. Et si c'est toucher de la terre, allez planter des plantes. Et puis si c'est aller voir des belles fleurs, offrez-vous un bouquet de fleurs. Et puis il n'y a pas toujours besoin d'aller chez le fleuriste pour avoir des jolies fleurs. Si on n'a pas trop de budget, ça peut être aussi des fleurs dans la nature. Enfin voilà, essayez de trouver un petit outil qui chaque jour pourra vous rendre la vie un peu plus douce. Allez, belle journée à vous et puis à très bientôt.